Comment tu vas, Fabien? Ça va beaucoup mieux qu'avant d'être... enfin, depuis ma sortie, j'ai l'impression de réapprendre tout, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une renaissance et... Tu réalises ou pas? Pas encore. Complètement encore. Parce que ça fait quoi? Ça fait 2 jours? Ça fait 2 jours. Mais ouais, c'est ça. Ça fait 2 jours que j'ai mis le pied dehors, sans mur de prison, sans barbelé. Ça fait bizarre, quoi. Ouais. Ça fait bizarre. Mais en bien. Hein. Bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose que j'essaie de mettre derrière moi, mais c'est encore quand même un peu présent. Alors tu t'y préparais, bien entendu, à sortir. On avait entendu que, voilà, que ça serait dans les prochains jours. Mais tu n'y as pas cru jusqu'au dernier moment. C'est une fois que Vraiment, jusqu'au dernier moment, je ne pensais pas, d'une, que je serais transféré de Turquie en France, ouais. Et de deux, ma sortie, là, il y a 2 jours, moi, je l'attendais pour le 6 mars 2022, en fait. Donc là, ils m'ont annoncé, vendredi dernier, il y a 10 jours. Oui, 10 jours, que j'allais sortir ce mardi. Comment on vit ça quand on te dit tu vas sortir? T'as une petite appréhension? Tu te dis j'ai peur que ça se fasse pas, ou bien non, côté français, j'étais plus sûr, voilà, que de l'autre côté. Mais est-ce qu'il y avait pas une appréhension de sortir, une envie de sortir, bien sûr, non, mais de revoir mon frère? Que ça se fasse pas, que ce soit encore reculé. Côté français, non, j'ai pas eu. Tu étais sûr. J'étais sûr. Alors pour toi, en béton, donc ça pouvait pas. C'est vrai qu'elle est formidable. Pas toute seule. Hein. Ouais, mais bon, mais bon, quand même. Ouais. Pour toi, tout a commencé en 2017, quand tu te rends à Istanbul pour faire des implants capillaires. Tu les as là? Ah non. Grâce à vos maquilleurs et vos coiffeurs, je ne les ai pas. Bon, j'essaie de te détendre un peu. Hein. Non, mais ça va. Alors pendant ce séjour, tu vas commander et te faire livrer à ton hôtel du GBL. Cette substance est interdite en Turquie depuis seulement quelques semaines. Et là, c'est le début d'un calvaire incroyable. Tu savais même pas que cette substance était interdite, en fait. Toi, tu es dans ton hôtel, tu commandes. En fait, j'ai commandé depuis, j'étais en Israël, et je l'ai commandé sur un site internet qui est tout à fait, c'est un site comme on peut pas dire on peut le dire, comme n'importe quel site web, avec ma carte de crédit, avec mon adresse de domiciliation, avec livraison à mon hôtel. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai ouvert le paquet devant la réceptionniste, et puis on m'a dit, je me suis retourné, et ils m'ont dit, vous êtes you're under arrest. C'est incroyable. Donc, voilà. Alors, ensuite, ça a été la descente. Donc, ton arrestation, elle se déroule comment? Donc, ça se passe où? Donc, tu ouvres le paquet, tu es arrêté direct? J'ouvre le paquet, je me retourne pour aller l'amener dans ma chambre. Bien sûr. Et quand je me retourne, la police est là et me met les menottes. Et là, tu te rends compte de ce qui se passe? Tu te dis quoi? Tu essaies de leur parler. Tu leur dis quoi? Tu leur dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. En fait, ils m'ont posé quelques questions qui m'ont un peu interpellé, parce qu'ils m'ont dit, monsieur, vous êtes gay? Et moi, j'ai dit oui, sans vraiment, comme si j'étais à New York. Enfin, j'habitais à New York, comme si j'étais à New York. Bien sûr. Et en fait, ils m'ont dit, vous saviez que cette substance était légale en Turquie jusqu'à juillet 2016? Et il m'a souri, il m'a fait un grand sourire, comme si, je sais pas, je pense que, je ne vais pas dire que le GBL était une excuse pour m'arrêter, parce qu'il savait que cette drogue est utilisée beaucoup dans le milieu. D'accord. gay. Et donc, c'était, vous vous êtes dit, il m'attendait au tournant. Donc, je suis pas. Vous avez répondu innocemment, et là, voilà. Et là, oui, il m'a dit bienvenue dans ta nouvelle maison quand il a ouvert la porte de la prison. Ah ouais. Donc là, tu te retrouves en prison, en Turquie. Oui. Au début, tu te dis quoi? Tu te dis que cette affaire, elle va être vite réglée. Tu te dis, c'est pas possible, ça va. Exactement. Voilà. Donc là, t'arrives en prison en Turquie. Donc là, t'arrives où déjà? C'est quoi la première Maltepe, c'est dans la banlieue d'Istanbul. D'accord. C'était une prison pour étrangers. D'accord. Mais les cellules sont de 50 à 60 personnes, que avec des étrangers. Donc là, tu arrives dans une cellule de 50 à 60 personnes. Oui. D'accord. Donc là, après ma première nuit en garde à vue, je suis arrivé dans une cellule entre 50 et 60 personnes. Et donc, c'est un peu un choc, enfin, indescriptible. Ah, bien sûr. Parce que je passe de ça, de ma vie, à la terre s'est ouverte sous mes pieds. Donc là, là juste Fabien, t'es dans cette prison, tu te dis quoi? Tu te dis,
tu te dis, je peux appeler personne, je me retrouve là. Tu comprends ce qui se passe ou pas du tout encore? Non, je me dis que c'est un film, un cauchemar, je vais me réveiller. Je me dis, c'est juste pas possible. Alors, un an plus tard, en 2018, puisque tu vas rester déjà un an, tu restes combien de temps dans cette prison-là? Je suis resté de septembre 2017 à janvier 2020. Novembre. Dans une cellule de 50 à 60 personnes? Oui, et il y avait beaucoup, tout crime confondu. Donc les cellules turques, en tout cas Maltepe, étaient tout crime confondu. Donc il y avait de toutes, je vais pas vous faire toutes les catégories. Il y avait quoi? Il y avait des terroristes, des violeurs d'enfants, des dealers de drogue, des voleurs, il y avait de tout. Et toi, tu te retrouves là-bas? Oui. C'est vrai que quand on se retrouve là, mais juste moi, la question que je me pose, tu te dis, mais t'essaies de parler à quelqu'un, t'essaies d'avoir est-ce qu'il te laisse passer un coup de fil ou rien du tout? Comment ça se passe? Avant ma garde à vue, ils m'ont laissé passer 1 minute, et quand je dis 1 minute, c'est 60 secondes de téléphone à mon père. D'accord. Qui a ensuite appelé T'as expliqué quoi à ton père? Tu lui as dit en 1 minute, tu lui as dit quoi? Je me fais mettre en prison. Mon père a explosé en larmes, et puis le policier a ensuite coupé la ligne. Donc ensuite mon frère, qui est ici, en loge d'ailleurs, que je dois remercier parce que c'est lui qui a tout démarré. Et donc, je suis un peu perdu dans mes pensées là. C'est pas grave, Fabien. T'inquiète pas, on a le temps. On est bien avec toi, on a le temps, on t'écoute. Donc, mon père a appelé mon frère. Quand je suis arrivé à Maltepe, c'est un choc des cultures parce que européen, américain, et pas exactement la même culture qu'en Turquie, mais aussi c'est s'adapter à 50 ou 60 personnalités complètement différentes qui étaient tellement à l'ouest de mon univers. Donc ça, c'était c'était très, très, très dur. Alors là, très vite en prison, tes conditions de détention vont se dégrader et devenir terribles, puisque dans une première prison, tu vas être victime de tentatives de meurtre. D'agression physique, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a envoyé de l'eau bouillante sur le visage, sur le corps, sans raison. Au motif de quoi? On m'a dit que c'était pour ma religion. Il a été aussi condamné il a eu 6 mois et plus une amende assez importante. Il a été condamné par la cour, le tribunal en prison. Oui. Mais bon, comme il avait 125 ans à purger, pour lui, c'était pas grand-chose. C'était un bonus, on va dire. C'est ça. Tu as été visé donc parce que tu dis aussi que tu étais visé parce que tu étais juif et homosexuel aussi dans la... Je pense dans la foulée, ça n'a pas dû jouer en ma faveur. Les conditions, c'était quoi les conditions de détention? C'était très dur, mais je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai pas d'autre chose. Enfin, je pourrais le comparer avec la France, mais ça n'a tellement rien à voir que. Quand tu es arrivé en prison en France, tu t'es dit c'est quoi? C'est complètement différent. Ça n'avait rien à voir avec la Turquie. Déjà, les surveillants en Turquie ont le droit de vous taper. D'accord. Alors qu'en France, il y a pas de ça. Et c'est un système à la militaire. Donc 8h, c'est l'heure. 8h01, c'est plus l'heure. Donc si vous arrivez en retard pour l'appel de 8h, les surveillants vous tapent. Alors qu'en France, les appels, c'est entre 7h et 7h20. Ce qui est assez relax, on va dire. Mais ça reste quand même la prison. Mais disons, on n'a pas peur de se faire... Moi, j'avais plus peur en France de me faire taper par les surveillants. Ça a été quoi le moment le plus dur? Quand le juge... En prison ou en prison d'abord, ouais. Cette agression déjà. Cette agression, c'est... L'agression, je vois encore les yeux de mon agresseur, la haine, alors que le type, je connaissais ni son nom. Il était là dans la cellule pendant 2 jours avant de m'agresser. Il connaissait rien sur moi, je connaissais rien sur lui. Nos regards ne s'étaient même pas croisés. Et donc l'agression reste un moment assez difficile à me remémorer. Et le moment où le juge m'a donné 20 ans.
20 ans de prison. 20 ans. Qui ont été ramenés à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. Une audience qui a duré quand même 15 minutes. Enfin, 15 minutes. En étant généreux. Alors, tu vas être ensuite déplacé, tu es détenu à 800 km au nord-est d'Istanbul, dans une prison difficile d'accès, où tu partages ta cellule avec 8 autres co-détenus, là. Au début, oui. D'accord. Ça se passe mieux pour toi là-bas? Oui, mais c'est... Je ne suis pas resté très longtemps dans cette cellule. Ils ont éclaté la cellule très rapidement, parce qu'on était tous étrangers. Et en fait, ils voulaient intégrer... Et Giresun était une prison à 90% turque. Donc ils voulaient les autorités pénitentiaires voulaient soit que nous apprenions le turc, ce qui n'était pas vraiment possible pour d'autres raisons, soit que nous enseignions l'anglais ou le français ou l'espagnol aux Turcs, ce qui n'était pas possible non plus. Et en fait, donc, ils éclataient la cellule de 8 personnes. On était 9 dans la cellule, 8 plus moi, 9. Et ils nous ont mis dans une cellule qui était majoritairement turque. Et là, on a été... C'était très dur, parce que les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Et parce que la télévision n'était qu'en turc. De toute façon, il n'y avait pas une seule chaîne internationale. Donc, pour les étrangers, on était 4-5 dans la cellule étrangère, c'était encore plus dur. T'as vécu des moments encore difficiles, là, des agressions, Non, physique et morale. Physique, non. Non. Après celle-ci, mais je pense que je m'en rappelle, j'ai encore le corps pour me le rappeler. Mais par contre, j'ai des agressions mentales, oui. De quel type? Parce qu'on m'a dit, on avait essayé aussi de te convertir. Pas la prison. Ouais. Offre en Turquie la possibilité de se convertir. D'accord. Elle vous verse 400 liras, donc ça fait à peu près 40 €, si vous vous convertissez. C'est pas, on vous force pas. D'accord, très bien. C'est encouragé. Si vous voulez le faire, c'est possible. Il y a des co-détenus à moi qui l'ont fait. D'accord. Et si tu le fais pas, ça va, c'est pas mal vu. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. On vous le propose. Si vous le faites, ils vous font un acte un certificat de conversion et voilà. Mais il n'y a pas de, on vous force pas à faire ça. Comment tu as fait pour tenir quand tu te dis je vais passer 20 ans en prison en Turquie? Je me le suis jamais dit. Je me suis jamais dit je vais passer. Je me suis dit. Même après les 20 ans sur ma fiche pénale, ou les 16 ans et 8 mois sur ma fiche pénale, je me suis pas un moment dit je vais rester 20 ans ici. Je me disais c'est pas possible, le cauchemar il va s'arrêter. Mais là ça faisait quand même 4 ans. Oui, enfin. Je sais, les avocats en Turquie n'ont rien réussi à faire, mais je savais que dans le background, comment on dit ça en français? En coulisses. Je dois admettre qu'on lui a menti quand même. Ah oui, c'est vrai? Oui. Quand vous lui avez fait... très dur pour son frère, on a forcé son frère à lui mentir. Pour lui donner de l'espoir? Voilà. Donc vous lui disiez quoi? On reculait à chaque fois, mais on donnait une date butoir sur soit une réouverture du dossier, soit un transfèrement, systématiquement à 3-4 mois maximum. Bien sûr. Et après, on était obligé de raconter une nouvelle histoire à chaque fois. Mais on s'est dit, si on lui ment pas, il tiendra pas. On était obligés de raconter ça. Vous y avez toujours cru, Carole Olivier? Ouais. Vraiment? Oui. Vous n'êtes pas dit à un moment, on ne va pas y arriver? Le moment où on a décidé de médiatiser, je me suis dit, c'est plus possible en fait, parce que on avait des interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères. C'est des gens qui ont plusieurs dossiers à gérer. Et quand j'ai compris qu'eux n'avaient pas réalisé que c'était un cas particulier et qu'en fait, il n'y avait pas de transfert de la Turquie vers la France. J'ai posé la question à l'ambassadeur de France en Turquie. Je lui ai dit, donnez-moi le nom d'un Français qui a été transféré ces 10 dernières années. C'est ça. Silence au téléphone. Silence. Ce jour-là, j'ai compris que sans les médias, on n'y arriverait pas. Parce qu'on est resté quand même silencieux pendant longtemps. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on a fait confiance à la diplomatie. Parce qu'on nous a dit, si vous médiatisez, ça va être très difficile pour nous de faire notre travail. Il peut devenir une monnaie d'échange. Ils peuvent se braquer les autorités là-bas. Donc surtout, il faut absolument pas bouger. Je sais, je vais vous raconter aussi moi, une anecdote là-dessus parce que j'ai voulu intervenir un moment et je vais vous raconter ce qu'on m'a dit. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Et, c'est vrai qu'on rentre dans des rouages où il faut être extrêmement prudent parce que même quand on veut faire le bien, parfois, ça peut être au contraire, ça peut amener des mauvaises décisions, justement. Voilà. Donc il fallait être extrêmement prudent, c'est ce que vous avez fait. Je sais qu'il y a des souvenirs très durs
dont vous ne voulez pas parler, comme vous avez eu un co-détenu qui a été tué, je crois. Je préférerais éviter de Oui, ça c'est un truc dont vous ne voulez rentrer pas dans les parler. détails. Est-ce que vous en avez parlé dans votre lettre? Parce que vous avez écrit de nombreuses lettres. Et c'est vrai que dans ces lettres, on ressentait l'horreur vraiment que vous viviez. Vous avez dit: personne ne peut imaginer les horreurs auxquelles j'ai assisté. Ce n'est juste pas concevable ici. Ce sont tous des récidivistes. Ils ont l'habitude des prisons. Mais moi, non. Je ne sais même pas me défendre. En fait, je crois que tout est étudié pour faire souffrir au maximum. Ici, c'est une prison psychologique, comme ils le disent. Toutes ces horreurs. Ouais. Un jour, dans une des lettres, tu reviens sur donc, cet épisode terrifiant, horrible. J'aurais dû commencer cette lettre il y a une semaine, mais ma tête, parfois, s'éteint complètement face aux horreurs auxquelles je fais face quotidiennement. La dernière en date est un type qui s'est fait trancher la gorge par un groupe de 4 Syriens. Je dormais quand c'est arrivé, mais les cris des détenus m'ont réveillé. La vue du sang partout était effrayante, pire que dans un film d'horreur. J'ai appris par la suite que le détenu qui est décédé avait fait des avances à l'un des Syriens, qu'au nom d'Allah, il devait le payer de sa vie, du fait de son homosexualité, bien entendu. Je suis depuis le début de retour dans le placard et personne ne sait que je suis Feuge. Pour ma protection, je devais. J'ai dû faire ce bouclier, m'inventer cette personne que je n'étais pas pour pouvoir survivre. Mais ça a été dur, cette agression, pour en revenir à l'agression physique dont j'ai été... C'est là où vous avez cru mourir? À ce moment-là, vous vous êtes dit, il va me tuer? Non, parce que c'était avec de l'eau bouillante. On ne meurt pas avec de l'eau bouillante, mais j'ai quand même... les co-détenus, donc il était avec nous pendant 2 jours avant mon agression. Et en fait, il y a des co-détenus qui m'ont dit, ce mec, il veut changer toutes les règles de la cellule. Il veut que tout le monde prie 5 fois par jour. Mon agresseur, hein, je vous parle. D'accord, oui, bien sûr. Il veut qu'on prie 5 fois par jour. Il veut changer toutes les règles de la cellule. Et puis bon, moi, ceux qui veulent prier, ils prient. Moi, je n'étais pas de confession musulmane, mais je n'étais rien officiellement. J'allais pas commencer à prier 5 fois par jour. Il m'a pas forcé à le faire, mais peut-être, je sais pas. En tout cas, ça lui a pas plu et il m'a agressé. Alors, mon nom de famille est aussi assez typique de ma religion. Oui. Et donc, il y avait des co-détenus qui ont peut-être... vous connaissez le téléphone arabe? Bien sûr. En prison, c'est puissance 10. Donc, peut-être c'est arrivé à ses oreilles et peut-être qu'il y en a un qui m'a dit, de toute façon, toi, si je te tue, je vais directement au paradis. Donc, et c'est pas moi qui me suis dit, je suis juif, je suis pas du tout comme ça. Vous avez eu quand même des personnes, des rencontres voilà, qui ont changé aussi votre façon de penser, ou des rencontres vraiment où vous êtes fait des amis, je sais pas, là-bas parmi les co-détenus des amis, non, parce que j'étais pas là pour me faire des amis, non, mais bon, j'étais pas là pour me faire des ennemis non plus. Mais à un moment, il y a des liens qui se créent. Oui, il y a eu quelques beaux moments ou durs moments. Je pense qu'il y a un détenu équatorien qui m'a enseigné l'espagnol et à qui j'ai enseigné le français, qui a perdu son frère pendant son incarcération. Et moi, je pensais à mon frère et je me disais, mais si je perdais mon frère pendant mon incarcération, mais ça serait vraiment, vraiment la fin. Donc ça, c'était un moment dur pour lui, mais aussi, vu que j'avais un peu lié d'amitié avec lui, on avait partagé quelques rires, même si c'était des rires forcés pour la plupart du temps. Ça m'a fait de la peine pour lui et je me disais, mais voilà, ça pourrait être, si ça t'arrivait à toi, mais alors là, ça serait la fin de la fin. C'était quoi vos journées en prison en Turquie? Au début, au milieu ou à la fin de mon incarcération? Parce que ça fait 4 ans, 4 ans et... Voilà, la journée type, au début, c'est quoi, vous avez... Je me gavais de somnifères pour essayer de dormir. Vous les demandiez, ces somnifères? Alors, quand on était avec les étrangers, il y avait quelques étrangers qui vivaient. Il y avait beaucoup de Syriens ou d'Irakiens qui vivaient en Turquie depuis longtemps, donc ils connaissaient le turc. Donc ils écrivaient les pétitions, il fallait faire des pétitions pour tout.
aux autorités pénitentiaires pour réclamer un traitement médicamenteux ou une visite pour aller voir le directeur ou pour un parloir ou pour le droit au téléphone, enfin à faire les 10 minutes de téléphone hebdomadaire qu'on avait. Et donc je ne sais plus où j'étais. On était sur les somnifères. Les somnifères. Donc oui, je prenais des doses de cheval de somnifères pour m'abrutir, quoi, pour m'anesthésier le cerveau, me dire c'est pas possible. C'est à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Ça peut pas continuer comme ça pendant bien longtemps. Et donc il y avait ces somnifères que je prenais. Et puis après mon agression, il y avait un des co-détenus qui m'a dit Fabien, garde toujours un couteau sous ton oreiller parce qu'on ne sait jamais, tu es en prison. Et donc après mon agression, j'avais toujours un couteau sous mon oreiller. Et si vous voulez, moi je bouge beaucoup pendant la nuit, quand vous mettez votre main sous un oreiller et que vous réalisez qu'il y a un couteau, toutes les nuits ça recommence. Mais je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Ma vie est devenue un enfer, mais pire qu'un enfer, pire qu'un film, un mauvais film de policier ou un film d'horreur. Vous avez pensé à l'utiliser un jour? Il n'y a jamais eu un moment où... Oui, mais j'aurais même pas su comment l'utiliser en fait. J'y ai pensé. Pourquoi il y a eu des moments où vous vous êtes dit ça va... Alors je me barricadais. Alors après avoir passé un certain temps en prison, je me barricadais, parce que c'est des lits superposés, je me barricadais avec des couvertures, en fait pour savoir qui rentrait dans la cellule. Je faisais des micro-trous dans la couverture. Parce que quand vous êtes à l'intérieur du lit, vous avez un angle de vision que la personne n'a pas quand elle vient dans la pièce, si vous voulez. D'accord. Donc et moi je suis très light sleeper. Vous avez le sommeil léger. Je suis un dormeur léger. Ouais. Oui. Bref, vous m'avez compris. Un light sleeper. Et donc une mouche qui vole me réveille. D'accord. Donc quand j'entendais le moindre pas, je me réveillais, je regardais qui venait dans la chambre, en fait. Et donc je prenais mon couteau. Si je me faisais agresser, je pourrais peut-être menacer la personne, mais j'aurais pas su comment utiliser un couteau. Je ne sais pas faire de mal à un animal. Alors imaginez une personne, un humain. Alors ensuite, grâce à la mobilisation, à la médiatisation, la France a obtenu ton rapatriement le 17 août. Comment tu l'apprends ? Alors c'est mon avocate avec un anonyme. Une de tes avocats. Une de mes avocates avec un anonyme qui me l'apprenne avec mon frère Xavier au téléphone. Et je me souviendrai toujours parce qu'elle m'a dit, elle a dit allez on lui dit. Et là j'ai commencé à fondre en larmes au téléphone parce que je me suis dit ça pour une fois c'est une vraie nouvelle. Ça, c'est du pur. Si elle me dit ça, si ils me disent ça, ça veut dire que ça va vraiment se passer. Parce que les avocats en Turquie m'ont dit des dizaines de fois, toi, tu sors demain. Et puis, on est allé d'audience en audience, d'appel en appel, et de cours en cours, et ça a toujours été non, 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 non. Jusqu'à ce que ce jour où Maître Montenot m'a dit au téléphone, ça a été accepté par la France et par la Turquie, et ton transfert est imminent. Et alors il y a mon anonyme qui m'a dit profite bien de ton dernier week-end en Turquie. Donc ça m'a fait rire parce que mais j'y croyais, même quand ils m'ont dit, j'y ai pas cru jusqu'à ce que la porte de l'avion se referme. Ouais. Et qu'on décolle du sol. Nous aussi, d'ailleurs. On n'a donné aucune information avant qu'il touche le sol français, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Ça a été un stress total. Et d'autant plus que 3 semaines avant, il y a le directeur de la prison qui est venu le voir, qui lui a dit « ça y est, tu vas être transféré cette nuit, prépare tes affaires ». Alors il a tout préparé, il a attendu toute la nuit. Le lendemain, ils lui ont dit non, finalement, ce sera peut-être demain, après-demain ou après-après-demain. Donc il attend. Et finalement, le jeudi, on l'a au téléphone et il nous raconte ce qui s'est passé. Il nous dit donc c'est bon, demain je vais être transféré. On lui dit non. Ouais. Non. Et là, il s'est. Ça arrivait à avoir des nouvelles souvent Son frère l'avait au téléphone tous les jeudis. D'accord. 10 minutes. D'accord. Ok. 10 minutes hebdomadaires. C'était votre moment de.
De Vous pouviez penser au... relief et d'angoisse en même temps parce que j'attendais des nouvelles, mais avoir quelqu'un, à cause du Covid, il n'y avait plus du tout de visite en Turquie. En plus, c'était tellement loin, ils devaient prendre 3 avions pour venir me voir. J'ai dit, c'est pas la peine. Ils ont repris les visites, mais je lui ai quand même dit, je lui ai interdit de venir me voir. Je lui ai menti parce que je voulais pas venir me voir pour 40 minutes, faire 8 heures de trajet pour 40 minutes. Ça valait pas le coup. Alors au début, il venait me voir toutes les semaines. Au début, quand j'étais à Maltepe, toutes les semaines, il était là. Imaginez faire Paris-Istanbul, Istanbul-Paris, juste pour 45 minutes de visite. Ça, c'est un frère. Ah oui. Ça, c'est un frère. Comme je le souhaite à tout le monde. Il est dans les coulisses ce soir. Oui. J'aurais aimé qu'il vienne, mais il ne veut pas. Ah bah, bon, on l'embrasse quand même, il a été formidable. Alors, il y a, je crois que Nicolas Sarkozy a essayé de vous aider, c'est ça? Oui, il a reçu mon frère et pour ça, j'en suis très, très, très reconnaissant. Parce que ça, pour moi, ça a été déjà un message d'espoir. Me dit alors, voilà, ok, côté turc, ils me bloquent, ils veulent pas que je sorte. Ils sont têtus comme, on va pas le dire, mais comme on dit, têtus comme une tête de turc. C'est ça, hein, Non, mais bon, on peut dites-le si vous voulez, mais c'est pas ça. non, têtu comme une mule, on peut dire, oui. Têtu comme une mule. Oui. Mais côté français, je me suis dit, déjà qu'il y a un homme politique qui croit en moi, ça m'a redonné un peu espoir. Alors, je sais que de toute façon, si on dit... si les Turcs n'avaient pas voulu le faire, que les Français leur disent « vous devez faire ça », il l'aurait pas fait. Voilà. Qu'est-ce qui a fait changer les choses, Carole? La médiatisation, déjà. C'est ça qui a été le déclic? Oui, moi, si vous voulez, quand j'appelle au ministère des Affaires étrangères au début, on s'adresse à moi, parfois on se trompe de dossier quand même. D'accord. Voilà, donc on a des conversations et tout d'un coup je me dis mais attendez, vous parlez de quel dossier là? D'accord. Et puis après la médiatisation, tout d'un coup on sait de qui on parle et on est beaucoup plus écouté. Ce qui a aussi beaucoup changé les choses, c'est le dialogue qu'on a pu avoir avec l'ambassadeur de Turquie, qui était venu nous voir ici d'ailleurs. Ouais. Qui a été grâce à vous. Il a été top, non? Il a été top, Oui. Oui, parce que ça a été un interlocuteur qui s'est investi sur le dossier. Après, dans son rôle, il a jamais outrepassé ses fonctions, mais simplement d'une très grande disponibilité, et très à l'écoute. Et j'ai trouvé que... en tout cas, on pouvait échanger directement et c'était important. Ça n'avait pas toujours été le cas côté français. Et puis après, il y a eu cette rencontre qui a été annoncée. C'est Françoise Imre, donc l'autre avocat de Fabien Azoulay, qui a appris qu'ils allaient se rencontrer le lundi. Donc ça, on l'a su le vendredi. Donc qui allaient se rencontrer, Erdogan et Emmanuel Macron. Et le président Erdogan allaient se rencontrer. Et vous avez pu glisser un mot au président Macron qui en a parlé Alors, c'est Maître Zimré qui s'en est occupé, mon confrère François Zimré. On a rédigé les courriers et puis ensuite... il faut qu'il soit transmis au bon moment, à la bonne personne. On peut imaginer qu'il y a aussi d'autres gens qui ont été touchés par l'affaire de Fabien, qui ont pu aussi pousser à ce que ça se fasse, parce que c'est pas évident dans une rencontre comme ça, dans le contexte des relations franco-turques à ce moment-là, que le cas de Fabien Azoulay soit évoqué. Parce que, si vous voulez, quand on regarde le dossier comme ça, on peut se dire, et c'est ce que beaucoup se sont dit au départ, finalement, c'est comme tous les autres dealers, il raconte qu'il n'a rien à voir avec l'histoire, et puis hop, on passe à autre chose. Il faut regarder les faits et il faut croire en lui pour se rendre compte que c'est rien de tout ça. Mais sauf que si vous ouvrez pas le dossier et que vous le lisez pas, vous le mettez sur la pile avec les autres et puis on attend et puis c'est pas grave. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas encore pu te voir mais qui voulait absolument t'adresser un message ce soir. C'est un grand ami à toi, c'est David, qui a énormément bougé lui aussi. Regarde. Fabien, comme tu sais, j'ai pas pu être avec vous ce soir, je suis à des milliers de kilomètres, mais j'aurais tellement voulu partager ce moment pour te dire à quel point je t'aime et tu nous as manqué. Mais je veux profiter de ta présence avec Cyril Hanouna pour saluer son incroyable investissement personnel pour ton histoire. Tout le monde reconnaît ses efforts à l'antenne, le dialogue diplomatique qu'il a réussi à instaurer. Mais en coulisses, Cyril a été un homme d'honneur. Il a pris de tes nouvelles tout l'été. Il a été un relais incroyable sur les réseaux sociaux. Et jamais pour quelque bénéfice que ce soit. Il était prêt à venir pour te chercher avec moi à Istanbul cet été. Il le disait à la fois en rigolant et sérieusement. Donc merci infiniment Cyril. Qui sauve un homme, sauve l'humanité. Et tu as clairement contribué à sa liberté. Enfin libre, mon Fabien. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Bisous, à très vite. Merci mon Fabien.
C'est grâce à toi. Hein. C'est grâce à toi. Vraiment. Non. Moi, je voulais juste aller à Istanbul pour les vacances. Hein. Je te cache pas que j'étais. Voilà, non, mais je suis tellement heureux pour toi. Vraiment, je suis très ému que tu sois là ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ce soir? Est-ce que T'as un dernier mot à nous dire ce soir? T'as quelque chose? un grand merci à toi parce que ça a été, je pense, le déclencheur de tout. Mon frère qui a trouvé mon avocate qui a essayé, mes avocats. Une de mes avocates. Tu y tiens, hein? Oui. Ouais, elle est comme ça. Ouais, elle est très très réglo et elle est implacable et donc il y a eu à partir du moment où toi tu as mis des ambassadeurs en face à face, mais tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Moi, j'ai rien su de tout ça en Turquie parce que Télé Turc, ils parlent pas de TPMP à la Télé Turc. Alors je sais que j'ai un petit succès là-bas, mais bon, ça commence. C'est pas encore la folie. Je vais envoyer des DVD ou ils ont encore des DVD. C'est pas encore la folie. Mais c'est vrai que je remercie aussi l'ambassadeur, mine de rien, qui est venu sur le plateau. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi. Hein. Et tu peux remercier Olivia et David qui ont été formidables. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à ton frère, à Carole et à David, parce que on n'aurait jamais su la faire. Non, mais vraiment, c'est eux qui ont fait qu'on a pu en parler dans cette émission. Donc tu peux vraiment les remercier. On est heureux pour toi. On espère maintenant que tu vas pouvoir vivre ta vie normalement, pouvoir recommencer quelque chose. Il a tout à reconstruire. Hein, c'est ça. même. Ouais. Voilà, t'arrives à dormir. T'arrives à. Mes médicaments je continue un traitement assez carabiné, mais j'espère à terme pouvoir me sevrer de tout ça parce que c'est du chimique, c'est pas du top, quoi. C'est pas de la mélatonine. Pour l'instant, tu reprends une vie normale, mais t'es toujours voilà. Ça fait 2 jours que je suis dehors. C'est ça. Faut que j'atterrisse un petit peu. Là, j'arrive même pas à croire que je suis sur un plateau de télé en train de parler de mon histoire, quoi. Il y a même Benjamin Castaldi, t'as dû le connaître.